Respublica, à fond la caisse, déballage du dossier du jour. Alors, bonjour Monsieur le maire. Oui, bonjour Talibé. Alors, on a suivi l'actualité des communes de Conakry en fin de semaine dernière. Et c'est bien évidemment la commune de Matam qui occupait en quelque sorte le haut du pavé, puisque vous avez réussi, entre parenthèses, l'exploit d'être la première commune à disposer d'un plan de développement local. Expliquez-nous comment en êtes-vous arrivé justement à l'adoption de ce plan de développement local. Encore une fois, merci Talibé. Effectivement, c'est un processus qui a duré 4 ans quand même avant que nous venons à l'aboutissement de ce PDL, parce que le premier comité à être mis en place pour l'adoption de notre PDL a été mis en place en 2019, juste quelques mois après notre arrivée. Et à l'époque, on avait fait une demande de sollicitation de nos partenaires. Et à l'UNICEF qui s'était alors engagé de nous accompagner pour la réalisation de ce PDL avant de faire un faux bond. Donc on est resté dans le flou avant de nous tourner finalement vers la Direction nationale de la décentralisation qui nous a quand même accompagnés pendant les 4 dernières années pour que nous venons au bout de ce document stratégique quand même qui représente la vie d'une collectivité. Faut-il rappeler, Talibé, que le gouvernement guinéen s'est doté d'une lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local qui proclame que les collectivités locales constituent le levier dont le pays a besoin pour se reconstruire. Ça veut dire que nous, les collectivités locales, nous sommes la base dont le pays a besoin de se reconstruire parce que tous les programmes de développement doivent quitter à la base pour monter au sommet. Et pour cela, il faut une planification. Une planification qui doit être consacrée dans un document qui représente la Bible ou le Coran de toutes les actions que nous avons planifiées pendant notre mandature. Il faudrait-il vous rappeler que nous avons été installés en 2018, que notre mandat prend fin normalement en fin 2023, c'est-à-dire c'est un document qui devrait être préalablement établi avant 2019, mais malheureusement avec tous les retards qui ont été eus, nous avons quand même pu mettre ce document pour une planification de 2021 à 2025. Peut-être deux questions de suite. C'est quoi pour la gouverne des téléspectateurs et des auditeurs, c'est quoi un plan de développement local et pourquoi avoir mis 4 ans à concevoir un document dont vous dites pourtant qu'il est un peu, disons, la gouverne de la gestion au niveau local? Mais c'est quoi un PDL? Selon l'article 561 du Code des collectivités locales, définit le plan de développement local comme étant le principal outil de la collectivité locale dans l'exercice de sa responsabilité de développement socio-économique local. Toute collectivité est tenue de se doter d'un PDL. Il constitue le cadre de référence pour toutes les interventions en matière de développement local. Le plan de développement local contient par exemple la présentation de la commune, l'état actuel de son développement, les conclusions du diagnostic participatif posant le problématique de développement par secteur, les stratégies de développement socio-économique de la collectivité et les résultats attendus, les objectifs de développement socio-économique local ou les résultats attendus pour la période de couverture. C'est tout un ensemble qui constitue le PDL. Pourquoi nous avons mis tant de temps? Parce que les communes, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, que les communes de Conakry n'avaient pas l'habitude d'avoir un document de référence. On avait la première génération de PDL. Toutes les communes de Conakry recopiaient intégralement les anciens PDL, alors que les normes ont changé. On a quitté de la première génération de PDL vers la deuxième génération de PDL, qui veut que, comme je l'ai dit, qu'il y a un diagnostic socio-participatif qui se tient à la base. Allez-y consulter les populations à la base, leur demander leurs préoccupations en matière de développement. Il faut associer tout le monde et le coût est élevé. Par exemple, pour un document comme ça, le coût peut aller jusqu'à 400 millions. Il y a un problème de mobilisation de fonds qui était là pour pouvoir mettre en place. Nous sommes venus à la pointe de pied, on n'avait pas accès à nos ressources, on n'avait pas assez de financement. Donc, et puis, il faut aussi réunir beaucoup de choses pour venir au bout. Et nous avons tenté pas mal de partenaires pour pouvoir réunir ces financements pour financer. Et finalement, le MATD s'est porté caution pour nous accompagner, ce qui a fait que ça a mis beaucoup de temps avant que nous ayons enfin pu réaliser ce document. Alors, c'est un document de combien de pages? Et dites-nous déjà quelles sont les nouveautés, les sujets. Matam a besoin de quoi réellement? Ben, écoutez, vous l'avez bien dit, c'est un document de plus de 800 et quelques pages quand même, qui regroupe 5 programmes principaux. Un programme de développement économique local qui contient 37 actions, c'est-à-dire il y a 37 actions de développement local par rapport à ce PDL. Il y a un programme d'aménagement du territoire qui contient aussi 7 actions. Il y a un programme de développement socio-économique
qui contient 156 actions. Il y a un programme de limitation des impacts du changement climatique qui contient 23 actions. Il y a un programme de développement institutionnel qui contient 13 actions. Maintenant, pour vous donner les détails, quand je prends par exemple le programme de développement local, les secteurs qui contiennent ce programme de développement local, nous avons le secteur de pêche qui contient 10 actions, le secteur artisanal... 2 actions, c'est-à-dire 10 actions qui concernent de pêche. C'est-à-dire au niveau de la pêche, il y a 10 actions de développement local qui contiennent ce secteur de pêche, qui peuvent être développées après. Et puis il y a l'artisanat aussi. Tout ça là se retrouve dans le programme de développement local. Il y a l'artisanat qui contient 2 actions, il y a le tourisme qui contient 2 actions, il y a l'énergie qui contient 5 actions de développement, la voirie et les pistes 5 actions et les infrastructures socio-économiques qui contiennent 15 actions. Quand je prends le programme d'aménagement du territoire, dont le secteur principal est l'urbanisme et habitat qui contiennent 7 actions. Il y a le programme de l'aménagement du territoire aussi, le programme de développement socio-communal. C'est le programme le plus étoffé parce que c'est là où les citoyens ont exprimé beaucoup plus de besoins. Quand tu prends les autres programmes, c'est 7 actions, 10, 15, mais le programme de développement socio-communal contient à lui seul 156 actions. C'est-à-dire nos collectivités, nos concitoyens ont beaucoup exprimé beaucoup plus de besoins pour le programme social qui contient l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'organisation sociale, la communication, la promotion féminine et l'enfance, la jeunesse et l'emploi et la culture. Voilà les principaux secteurs dont les populations de Matam ont été beaucoup plus demandeurs. Et ce n'est qu'à l'occasion de l'élaboration de ce PDL que vous vous êtes rendu compte, vous, élus communaux, que l'éducation, la santé et autres sont des préoccupations des populations. Mais nous le savons déjà, Talibi. C'est des choses que nous savons. Mais nous ne pouvons pas être dans notre petit bureau entre les 4 murs pour nous exprimer à la place des Matamka. Il fallait quand même, parce que nous, on avait fait nos planifications. Mais tu ne peux pas réaliser un programme de PDL sans que tu tiennes compte du diagnostic socio-participatif. Il faut que c'est les citoyens qui vous disent. Moi, je peux dire, par exemple, dans mon bureau, que c'est l'éducation qui est le principal problème, au souci des Matamka. Mais quand je vais, ils vont dire non, ce n'est pas l'éducation. La priorité d'abord, c'est la santé. Donc, les programmes sont classés par priorité. C'est à eux de nous dire parmi le top des secteurs que nous avons, c'est quoi votre priorité? Et c'est eux qui nous disent, voilà notre priorité. Parmi tous les programmes, l'hydraulique est leur priorité. Parce qu'il y a eu 30 actions sur l'hydraulique. Leur accès à l'eau, parce que les Matankas disent qu'on n'a pas d'eau. Nous voulons des forages. Oui, ça se manifeste, monsieur le maire, du côté de la Sigmadina, du exactement, côté de Mapanko. Des quartiers qui ont fait 20 ans à longueur de journée, des charretiers en train de vendre des bidons d'eau à prix d'or, on peut le dire, comparé en tout cas aux revenus des citoyens des habitants. Ça veut dire que ce PDL est réaliste. Si on voit que les Matamka ont exprimé 30 actions au niveau de l'hydraulique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau à Matam. 30 forages, expliquez comment 30 actions au niveau de l'hydraulique. Quelques-unes de ces actions pour que nous ayons une compréhension plus facile. Actions, par exemple, ils nous ont demandé la mise en place des forages dans les 24 quartiers. Ils ont demandé de mettre en place... 24 forages ou combien de forages dans les 24 quartiers? Vous en avez dénombré combien? Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont besoin de 10 forages au niveau de chaque quartier. C'est ce qui fait 240 forages. Ils ont demandé d'aménager les points d'accès d'eau. Ils ont déménagé de mettre en place des châteaux d'eau. Ils ont déménagé de faire en sorte... Des fontaines publiques, exactement. De mettre en place des fontaines publiques. Ils ont demandé de faire en sorte que l'eau qui revient des robinets soit de l'eau de bonne qualité, de faire des actions avec la SEC pour contrôler la qualité de l'eau. Parce que c'est l'eau grise qui vient de voir dans les robinets. Leur préoccupation, est-ce qu'en buvant l'eau, ça ne va pas leur donner des problèmes de santé? Ils ont demandé que ces expertises soient venues au niveau du ministère de la Santé pour contrôler la qualité d'eau qu'ils reçoivent dans les robinets. Tout ça là, ce sont des actions de développement qui doivent être planifiées, qui doivent être budgétisées et qui doivent être exécutées sur le terrain. Monsieur le maire, aujourd'hui en parlant de l'éducation, vous avez combien de lycées, combien de collèges et quels sont les sites où vous avez déjà un projet que vous voulez rapidement réaliser? Aujourd'hui, les Matamka, dans le secteur de l'éducation, ont listé 74 programmes. Dans les 74 programmes, il y a des quartiers aujourd'hui qui n'ont pas de lycée, comme les quartiers de haut. La Carrière n'a pas de lycée aujourd'hui. Ils veulent un lycée là-bas, quoi. Ils veulent un lycée, ils disent que ils veulent des lycées techniques. Il n'y a pas de lycée technique à Matam, à part un sac. Ils veulent des lycées techniques où les Matamka qui n'ont pas accès à l'université peuvent aller apprendre un métier. Monsieur le maire, ce sont les besoins. Oui. Mais vous, aujourd'hui, vous avez combien de collèges à Matam? Aujourd'hui, à Matam, nous avons 4 collèges. Nous avons le collège de Kolia. Pour une population qui estime aujourd'hui à 155 000 habitants en 2021. Nous avons 4 collèges. Nous avons 2 lycées.
C'est peu par rapport à 24 quartiers. Donc, ils disent qu'ils ont besoin de beaucoup plus de collèges, beaucoup plus de lycées. Et nous avons des écoles, des quartiers aujourd'hui qui n'ont pas d'école primaire. Les enfants sont obligés d'aller dans les écoles privées. Donc, ils disent que... C'est quel quartier, par exemple? Nous avons des quartiers de carrière de Hermakono où il n'y a pas... où la seule école primaire qui est aujourd'hui est en fonction de non-fonctionnement. C'est comme le quartier de Matam Dido 2 où la seule école primaire aujourd'hui est en conflit avec une famille pour un problème de propriété. Donc, des quartiers comme ça, par exemple, l'année dernière, à Matam Lido, il y a 954 élèves qui n'ont pas pu aller à l'école. Parce que leur école était en construction par l'UNICEF. Là où ils ont été envoyés, les parents étaient obligés de payer chaque jour 20 000 francs de taxi moto pour aller déposer leur enfant. C'est qui revenait à un coût supplémentaire parce que l'école doit être à côté des enfants pour empêcher de payer encore des transports. 800 et quelques n'ont pas été... 937. Parce que finalement, leur école ne fonctionnait plus et par ricochet, les familles ne pouvaient pas les prendre en charge, pour les envoyer dans une autre école. Voilà, ça c'est un problème aujourd'hui que nous devons corriger en 2022 parce que c'est des familles qui ont des revenus tellement faibles qu'ils ne peuvent pas payer chaque jour plus de 20 000 francs par enfant pour les envoyer à l'école. Justement, bientôt c'est l'ouverture des classes. Excuse-moi, monsieur le maire, vous avez des recettes indépendamment de ce plan de développement local qui, il est vrai, va permettre aux partenaires, aux bailleurs d'avoir une meilleure visibilité de vos ambitions, de vos programmes. Mais est-ce que c'est normal que 900 et quelques élèves n'aillent pas à l'école parce qu'une école n'est pas fonctionnelle alors que vous avez des recettes antérieurement, monsieur le maire? Mais justement, c'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Nous avons des recettes. Mais aujourd'hui, nous pouvons, sans ce plan de développement local, on ne pouvait pas faire participer l'ANAFIC, par exemple, à venir nous aider à construire une école. Parce qu'il y a des procédures pour faire, pour faire construire une école par des institutions de financement des collectivités. Nos propres recettes ne pouvaient pas aujourd'hui nous permettre. Quand vous parcourez l'évolution financière de ce document, vous allez vous rendre compte qu'en 2018, nos recettes ont complètement chuté, allant de 2 milliards à 854 millions. En 2018. En 2018. Quand, à notre arrivée en 2019. C'est quelle année la raison, monsieur le maire? Mais parce que c'était la première année de gouvernance des collectivités et l'État a tout fait pour empêcher les communes de Conakry à accéder à leurs recettes. On nous a enlevé la CFU, qui est le principal élément, la contribution financière unique. Voilà, qui est nos principaux impôts de financement. On a été exclus du financement des collectivités avec l'ANAFIC et nos recettes concernant la TPU. Avec l'ANAFIC ou l'AFICOM? L'ANAFIC, on a été exclu de l'ANAFIC. L'AFRICOM est venu en 2021. Donc en 2018, on a été exclu de l'ANAFIC. Il n'y avait pas la CFU. Nos taxes professionnelles ont été chutées de plus de 80%. Nous, on avait l'habitude de recevoir en TPU 800 millions. En 2018, on a reçu que 124 millions. Taxes professionnelles uniques. On a reçu que 124 millions. Donc ça veut dire que l'État a tout fait pour empêcher les communes de Conakry à fonctionner pour la simple raison qu'alors le parti au pouvoir avait perdu le contrôle des communes de Conakry. Et vous voulez dire que les communes de Conakry ayant échappé au parti au pouvoir, on leur a coupé les vivres. On les a coupé les vivres et ce qui s'est produit effectivement dans le fonctionnement des communes de Conakry. Donc c'est pourquoi nous avons été très heureux de l'arrivée de nouvelles autorités qui, dans leur nouvelle loi rectificative des finances, ont promis 400 milliards de francs guinéens aux communes de Conakry pour rattraper le retard par rapport aux autres communes de l'intérieur du pays. On va revenir pour parler des centres de santé. Vous en avez combien? Maisons des jeunes. Mais en attendant, dites-nous, comment avez-vous réussi à être la première commune de Conakry à se doter de ce PDL que l'ANAFIC a exigé à toutes les communes, c'est-à-dire les 6 communes de la capitale? Mais je peux vous dire que c'était une ambition personnelle de l'exécutif communal. Comme Amadou le dit, on a l'impression que si l'ANAFIC, désormais, qui centralise, disons, tous les organes de financement du développement local, que ce soit le FODECON, le FODEL et l'ANAFIC antérieurement, s'ils n'avaient pas tapé du poing sur la table, il n'y aurait jamais eu cette première, c'est-à-dire un plan de développement local, monsieur le maire. Non, bien sûr que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un processus qui a commencé en 2019. Nous avons certes accusé de retard, mais l'ambition était de tout faire pour finaliser ce document. Et nous,
au moment que, avant le 5 septembre, nous étions à l'étape des forats, parce qu'il fallait faire la restitution du premier jet de PDL à la population. Il fallait inviter les chefs de quartier, il fallait inviter les responsables religieux pour faire une projection par rapport au contenu. Est-ce que c'est que la population a exprimé à la base, ses préoccupations sont contenues dans ce document? Il faut une validation de l'ensemble de ces actions par un forum où les chefs de quartier et certains et la société civile, les responsables religieux allaient participer, parce que c'est les ADL qui sont les agents de développement locaux sont partis vers les quartiers pour aller prendre la température. Donc le forum là avait pris du temps, et c'est à notre arrivée où on a tapé le poing sur la table. Je dis il faut qu'on aille rapidement vers ce forum de validation qui a eu lieu il y a 2 mois. Après ça, il fallait faire la correction de tout ce qui n'a pas été pris en charge par la base pour venir vers la validation, et ce qui nous a permis de encore payer l'expert qui nous a accompagnés. Nous avons mis la main à la poche, nous avons avancé par rapport à cette situation qui faisait le blocus, parce que le document était bloqué, parce que le paiement ne venait pas, et nous avons tout fait pour payer l'expert, pour pouvoir venir rapidement à ce document final qui a été présenté le vendredi. Oui, justement, on va rester, parce que vous avez déjà écouté les populations à la base. Après constat, vous avez combien de centres de santé aujourd'hui? Et dites-nous, bientôt c'est l'ouverture des classes. Vous avez parlé de plus de 900 jeunes ou enfants qui n'ont pas étudié l'année dernière. Est-ce que cette année, il y a un plan déjà d'urgence que vous allez établir pour aider ces enfants qui n'ont pas étudié avant la finalisation des travaux de cette école, pour qu'ils puissent cette fois-ci voir les professeurs? Actuellement, nous avons 2 centres de santé à Matam. Un centre de santé au niveau de Koléa et un centre de santé à Matam, à côté de la mairie. L'objectif, c'est d'avoir... Vous n'êtes pas gêné dans ce studio? Mais non, écoutez... Que cette commune... De plus de 150 000 plus de 150, vous n'avez que 2 centres. Mais nous sommes très gênés, c'est et pourquoi... encore que certainement, ce n'est pas... C'est pourquoi quand vous prenez... Ce ne sont pas vos prédécesseurs qui ont construit ces centres de santé. C'est pourquoi quand vous prenez ce PDL, vous allez voir que ce programme a été... Pour le programme de la santé, il y a eu 14 quand même actions de développement qui ont été prévues. Dans les 14 actions de développement, il y a la construction de 4 autres centres de santé. 2 au niveau de la carrière, 2 autres au niveau des quartiers où aujourd'hui, qui ont comme le quartier de Mofanko, le quartier de Sigmadina, parce que le centre de santé de Madina aujourd'hui est dans un état complètement d'inaccessibilité, du fait que le marché a complètement englouti ce secteur où les ambulances ont du mal à accéder. Donc il faut mettre aujourd'hui un centre de santé au niveau de Lansebouni, parce qu'il y a de nouveaux logements qui sont en construction là-bas avec le projet Adoua, avec toute la surpopulation, parce qu'on a vu l'accessibilité qui est là aujourd'hui. Il faut mettre un centre de santé de ce coin, il faut mettre un centre de santé, 2 centres de santé à Carrière, un à Remakono, un à Carrière. Dans vos calculs, c'est un centre de santé pour combien d'habitants? Non, mais quand nous prenons la planification aujourd'hui, selon ce que nous avons aujourd'hui à Matam un centre de santé pour plus de entre 50 et 70 000 habitants. Ça fait 70 000 personnes pour un centre de santé. Pour combien de médecins? Parce qu'il y a ce problème. Vous avez fait un tour? Toutes ces actions-là aujourd'hui sont dans le PDL. Pour combien de médecins? Il y a combien de médecins là? Je ne peux pas vous dire exactement il y a combien de médecins dans le document. Est-ce que vous savez qu'il y a manque d'eau? Non, mais justement, je viens de vous dire qu'il y a eu 74 actions. Ils doivent se rabattre sur une mosquée pour avoir de l'eau. Il y a 74 actions au niveau de l'hydraulique qui ont été planifiées. C'est-à-dire, au l'hydraulique, ils ont demandé aussi la mise en place d'un forage, à défaut de ravitaillement des centres de santé en eau potable, la mise en place d'un forage au niveau des centres de santé, ce qui est aujourd'hui une réalité. Parce que quand vous prenez le centre de santé de Matam, il y a un forage aujourd'hui qui est fonctionnel. Donc, il faut penser aussi à mettre en place un centre de santé, un forage au niveau du centre de santé de Koléa. C'est des actions qui sont prévues. Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, ce document-là nous manquait pour planifier l'ensemble de nos développements. Vous avez parlé de tout sauf du poumon économique et financier de la commune de Matam, le marché de Madina. Qu'est-ce qui est prévu par rapport peut-être à une idée de rendre ce marché plus accessible, de plus de sécurité? Il y a des problèmes de latrines dans ce marché. Qu'est-ce qui est prévu pour justement une plus grande viabilité du marché de Madina? Mais avant d'arriver au marché de Madina, il y a le marché de Koléa aujourd'hui qui est un marché qui est devenu un marché de logement. Donc nous avons prévu avec le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous avons prévu la reconstruction totale de ce marché courant
octobre 2022. Le marché de Colère. Le marché de Colère complètement reconstruit. Le coût, c'est combien? Le coût n'est pas venu encore. Il y a un projet qui est en cours d'étude pour pouvoir nous mettre en place des bailleurs pour la reconstruction de ce marché. Donc, la reconstruction de ce marché pourra permettre de recaser certains marchands du marché de Madina pour venir maintenant désengorger le marché de Madina. Parce que ce marché est aujourd'hui inaccessible pour la plupart des gens. C'est devenu un marché de grossistes. Aujourd'hui, Talibé, vous ne pouvez pas vous lever pour venir faire des courses à Madina. C'est impossible. Parce qu'il y a un problème d'accessibilité, alors qu'on parle que c'est le plus grand marché de la capitale. Mais personne n'a accès aujourd'hui à ces marchés si ce n'est pas les grossistes. Donc Madina est plus aujourd'hui devenu un marché de grossistes qu'un marché commun, comme on a l'habitude de voir au marché de Sandaga à Dakar, au grand marché de Bamako. Donc voilà les ambitions que nous avons aujourd'hui pour le marché de Madina. Monsieur le maire, on va marquer une pause et revenir pour parler plus amplement du marché de Madina et des autres projets prévus dans ce plan de développement local. On marque une pause au profit de l'écran publicitaire et des infos et on vous retrouve juste après pour poursuivre ce numéro de Res Publica.